La nuit a été longue en Côte d'Ivoire et ce début de semaine pourrait avoir l'air d'un week-end prolongé. Et ça peut se comprendre, mesdames, messieurs. Pardon. Je n'ai pas trouvé meilleur décor pour planter ce premier numéro de la semaine de TH Matin que le ciel ivoirien. Un pays qui organisait la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, a-t-on dit. Un pays qui a réussi son entrée dans la compétition en arrivant à bout de son adversaire, la Guinée-Bissau, par un score de 2-0. Un pays qui, par la suite, a été battu par le Nigeria. 1-0. Début d'échec, n'est-ce pas? Et qui, par la suite, ce pays humilié par une Guinée équatoriale. 4-0 sur un stade qui plus portait le nom du président de la République. Une Côte d'Ivoire qui n'avait d'espoir pour poursuivre sa compétition, sa CAN, que ce Maroc qui affrontait la Zambie en troisième journée et qui a réussi, ce Maroc, à battre la Zambie 1-0. Voilà la Côte d'Ivoire qui a saisi crânement sa chance, qui a échoué, qui s'est relevé, qui a poursuivi la compétition, qui est depuis hier championne, qui est sur le toit du continent africain. Les premiers seront les derniers, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? En quoi êtes-vous dernier actuellement quand vous faites l'état des lieux? Les premiers seront les derniers, disais-je, mais pour d'autres, les gagnants, rappelez-vous, ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais les gagnants, c'est ceux qui ont su se relever. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TH Matin. Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que demain sera encore pire. Ce n'est qu'une défaite éphémère. D'ailleurs, tous ces leaders que tu vois sont des revenants. C'est un enjeu compliqué qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes erreurs et va donc refaire. Yeah, yeah, yeah. Quand on prend du recul, c'est pour mieux effectuer un saut. Alors on s'accroche encore pour un nouvel envol. Here we go. Le groupe Afafa qui nous prête les gagnants, ce titre qui à lui seul résume l'actualité du moment. Une équipe qui a chuté, qui s'est relevée, qui a poursuivi son chemin, qui aujourd'hui est sacrée championne d'Afrique. Leçon attirant, on peut écrire tout un livre de cette compétition, la CAN tout entière, et du parcours de la Côte d'Ivoire en particulier, mesdames et messieurs. Nous continuons d'écrire notre livre. L'histoire de cette émission TH Matin est faite de plusieurs rubriques, dont celle-ci. Inutile de vous dire qu'à la une des journaux parus ce lundi 12 février 2024, vous lirez ce sacre de la Côte d'Ivoire comme
pays, équipe championne d'Afrique à l'issue de cette CAN 2023. Je garde pour vous cette une du journal Fraternité, une qui, à elle seule, résume tout ce qu'on peut dire de ce parcours de la Côte d'Ivoire. CAN 2024, lit-on la une de Fraternité de ce matin. CAN 2023, lit-on à la une de Fraternité ce matin. Des éléphants héroïques, la Côte d'Ivoire remporte sa 3e Coupe des Nations devant le Nigeria 2-1. Je m'en arrête là pour cette actualité. Nous allons revenir au Bénin pour voir ce qui fait la une des journaux, cette sortie du président de la République qui a relancé ce dépôt de proposition de loi portant révision de la Constitution du député Hassan Seïbou, le député en question qui est sorti ce week-end, et les journaux en parlent dans leur parution. Ce lundi, on peut lire à la une de Guérite, du journal La Guérite, révision de la Constitution, Talon n'en veut pas, Hassan Seïbou fonce, quel est le plan? Les démocrates s'interposent. L'événement précis dans les kiosques ce matin, on parle aussi de cette sortie du député Hassan Seïbou. Le député Hassan Seïbou, après la décision du chef de l'État, « Jamais je ne vais retirer ma proposition, je l'assume », dit-il. Le matinal, ce matin dans les kiosques, proposition de loi portant révision de la Constitution, Hassan Seïbou assume. Le chef de l'État ne m'a rien demandé, clarifie le député. Un autre journal sur cette actualité, c'est le Grand Mono, révision de la Constitution. Le député Hassan Seïbou fonce malgré le refus de Talon. Relecture du code électoral, le Parti des démocrates dépose ses propositions d'amendement et réaffirme son opposition à toute révision de la Constitution. À la une du journal Diakpata à présent, on peut lire entre autres actualités. Après la déclaration du président Talon, les députés sont face à leurs responsabilités sur la révision de la Constitution. Diakpata qui cède sa place au journal L'Emblème du jour. Que dit l'Emblème du jour ce lundi à l'Assemblée nationale? Quel sort pour la révision de la Constitution après la sortie de Talon? Ce que propose le groupe parlementaire Les Démocrates pour la relecture du code électoral, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Et nous retrouvons l'Indépendant. L'Indépendant qui nous parle bien évidemment de cette révision de la Constitution. Que dit le journal à propos? Régler les problèmes du système électoral béninois, une révision consensuelle s'impose selon l'honorable Orden Aladati. Après le journal L'Indépendant, d'autres journaux dans les kiosques reviennent sur cette actualité. On pourra retrouver le Télégramme qui titre « Après la conférence de presse du chef de l'État, la poursuite du débat au Parlement pour la révision de la Constitution, Orden Aladati, la prise de parole du président Talon sur la question ne met pas fin au débat selon ce député. » Et nous finissons cette revue avec le journal Honumbo qui s'interroge alors. Débat arrangé sur la révision de la Constitution. Talon confond-il la mouvance autour de lui? Voilà pour les journaux que j'ai retenus pour vous ce matin. Et pour desservir cette une des journaux, je l'accueille avec plaisir pour la première fois sur TH Matin. Ce n'est pas Océana Mosso, ce n'est pas Stéphanie Decomadora comme présentatrice. Estelle Dokponou, l'autre valeur de la rédaction de Télé-Hémicycle. Bonjour. Bonjour Saturnin, bonjour à tous nos téléspectateurs. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau, ça vous rappelle? L'hymne national. Tout à fait. Vous avez porté votre veste ce matin, c'est pour dire quoi? Bon, c'était juste par plaisir. Hein. J'ai cru que c'était pour soutenir le Nigeria, dont le drapeau est dominé par la couleur verte, c'est ça. Qui a été battu. De toute façon, je peux l'interpréter, votre vert. Il faut toujours garder espoir, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. La Côte d'Ivoire a gardé espoir, malgré l'échec qu'elle a connu. Et puis, la voilà championne d'Afrique. Et la vie continue. La vie continue. C'est ça. TH Matin aussi, avec le bulletin d'information.
Démarrons ce bulletin d'information par cette actualité liée à la révision de la Constitution béninoise. Le président de la République, Patrice Talon, a dit ce jeudi qu'il ne demande pas une relecture de la loi fondamentale et renvoie ainsi la balle dans le camp des députés. Une position qui réjouit l'honorable Hassan Seibou, auteur de la proposition de révision constitutionnelle déposée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter sur des propos recueillis par Gilles-Christ Chidi. Je n'ai pas déposé ni au nom de mon groupe parlementaire, ni au nom de mon parti. J'ai déposé en mon nom propre. Et c'est une prérogative constitutionnelle reconnue à un député. Peut-être que ce faisant, pédagogiquement, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation-là en débat. Maintenant, le président affirme qu'il n'est pas demandeur. Je l'ai dit à la télévision, sur les radios, j'ai dit, je suis allé le voir, et dit, moi, je ne suis pas demandeur. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, il nous a reçus par groupe parlementaire, il a dit, je ne veux pas. Ce qu'il a dit hier, là, c'est ça qu'il nous a dit. Ça n'empêche pas que si un député remarque qu'il y a un problème, qu'il aille lui dire, oui, tu ne veux pas. Mais moi, je crois que si nous laissons cette affaire comme ça, voici les problèmes que ça va créer. Alors maintenant, l'initiative est celle de Hassan Seibou à l'Assemblée. Si on peut examiner, et c'est bon, si ça se situe dans l'intérêt de la nation, de l'intérêt des députés, de l'intérêt de tout le monde, eh bien, maintenant, je pense que chacun peut le regarder sans craindre que le chef de l'État vienne dire qu'il va glisser quelque chose. Il l'a démontré et je l'ai démontré à la télévision aussi. Mais le nombre qu'on a à la mouvance, c'est 81 personnes. Même la recevabilité n'est pas acquise à 81 personnes. Il faut un opposant dedans, ou dans notre schéma actuel, pour qu'il y ait recevabilité, pour atteindre 82. Il faut 88 pour y arriver. Pour valider. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus craindre que le chef de l'État sous-main glisse. Nous-mêmes, on peut glisser des choses. Mais si on doit glisser et que ça ne trouve pas le consensus, comme je vous ai dit, le chiffre là, ça ne va pas marcher. Mais l'autre chose, c'est que si on veut que l'analyse faite par le chef de l'État hier n'est pas absolument ce que veulent les députés. Les députés actuels veulent parrainer. Alors, j'ai dit, pour qu'on finisse avec ça, lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tout ce problème, y compris la décision, ce que la décision de la Cour nous dit. Une fois déposée par le député Hassan Seibou, la proposition de loi portant révision de la Constitution a été affectée à la Commission des lois. C'est une commission technique permanente parmi les 5 que compte l'Assemblée nationale. C'est au sein de ces commissions techniques et permanentes que se font toutes les études des textes législatifs avant leur examen en séance plénière. Océane Amoussou nous conduit à leur découverte à travers ce reportage. L'un des services les plus en vue de la direction des services législatifs est celui en charge des commissions, des plénières et du suivi des tests. Il se consacre au quotidien à l'accomplissement des actes entrant dans le cadre des 2 missions constitutionnelles des députés que sont le vote des lois et le contrôle de l'action du gouvernement. Quand un texte arrive, un projet de loi, c'est-à-dire une émanation du gouvernement, ou une proposition de loi, c'est-à-dire une émanation des députés, arrive sur la table du président de l'Assemblée nationale, pour que ce projet-là ou cette proposition-là fasse son circuit, il y a des étapes. L'une des étapes obligatoires est celle du travail en commission permanente. Au sein du Parlement béninois, une commission permanente est un organe technique d'étude des dossiers que doit connaître la plénière. La division des commissions est par conséquent chargée d'assurer plusieurs tâches liées à la procédure législative. Au sein de cette division, il y a des spécialistes appelés les assistants de commission qui travaillent en lien avec les présidents et les députés commissaires pour lire le texte, l'éprouver en profondeur pour voir ses plus et ses moins, ce qui peut y être ajouté, ce qui peut en être enlevé, et aussi apprécier éventuellement les conflits qu'il y a entre les dispositions existantes et les dispositions du texte en gestation.
Selon le règlement intérieur de l'institution, le Parlement est composé de 5 commissions permanentes. Chacune d'entre elles est spécialisée dans un domaine précis et bien défini par la loi. Nous avons la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Nous avons la commission des finances et des échanges. Nous avons la commission du plan, de l'équipement et de la production. Nous avons la commission des affaires sociales, de la culture et de l'emploi. Nous avons la commission des relations extérieures, de la coopération au développement et de la défense. Au sein de chaque commission permanente, des cadres spécialisés dans plusieurs domaines accompagnent les députés dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils sont appelés les assistants de commission. L'assistant de commission est d'abord un fonctionnaire. C'est un cadre technique mis à la disposition de la commission pour accompagner de son expertise la commission dans l'étude des différents dossiers qui lui ont été affectés. Le jour où le dossier est programmé en plénière, l'assistant est encore là pour suivre les débats au niveau de la plénière, pour suivre les différents amendements, les observations. On revient après la plénière encore pour intégrer ces amendements-là dans notre tableau. Et c'est après ça qu'on va écraser le tableau sous forme de projet de loi maintenant. Nous donnons une copie au président d'abord et il voit si réellement on a intégré tous les amendements. On envoie maintenant le dossier au niveau de notre directeur, c'est-à-dire le directeur des services législatifs. Et il y a un comité de relecture qui se réunit à la fin maintenant pour voir est-ce qu'il n'y a pas de petites questions de forme de fond. Donc le travail de l'assistant finit là. Rappelons que la direction des services législatifs, qui regroupe en son sein 4 différents services, dont celui des commissions, des plénières et du suivi des tests, est bien sûr sous la coupole du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce sera tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Je souhaite que la semaine puisse être aussi souriante que votre sourire, ou en tout cas pour moi et pour les téléspectateurs, qui pourraient refuser ce joli sourire. Merci, Saturne. C'est pour la première fois que je vous reçois en bulletin sur TH Matin. On fait la photo pour l'immortaliser. Ah oui, pourquoi pas. Ça vous dit. Il faut déjà se permettre de passer ces moments, excusez, ça peut arriver la technologie. Allez, merci Estelle de Ponou, mesdames, messieurs. TH Matin se poursuit avec notre invité qui est déjà là, qui est installé, qui attend juste que nous puissions le rejoindre pour parler du sujet brûlant de l'actualité. Vous le savez, le président de la République est sorti récemment, jeudi dernier, il disait qu'il ne voulait pas de la révision de la Constitution, il n'en est pas demandeur, alors que lui, député Hassan Seibou, l'a déposé, comme vous l'avez déjà suivi en extrait dans le bulletin d'information. Est-il en mission pour Patrice Talon? Quel pourrait être le sort maintenant de sa proposition de loi? Va-t-il la retirer? Pour en savoir davantage, pour en avoir le cœur net, Gilles Christidi reçoit pour nous l'auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution, le député Hassan Seibou, que nous allons suivre en invité. Pour moi, il ne faut pas toucher une seule virgule de la Constitution. Je ne suis pas demandeur. Ainsi se résume la posture du chef de l'État par rapport à la question liée à la relecture de la Constitution béninoise. Patrice Talon l'a martelé encore une fois ce jeudi 8 février 2024 devant le peuple béninois à travers les hommes des médias à la Marina. Or, c'est de notoriété publique qu'une proposition de loi portant relecture de la loi fondamentale du Bénin, à savoir la Constitution béninoise, a déjà été déposée à l'Assemblée nationale. Quel pourrait être donc le sort de ce texte de loi qui est en étude à l'Assemblée nationale? La posture actuelle du chef de l'État, le président de la République, pourrait-elle refroidir les élus du peuple, les députés qui siègent actuellement au sein de l'hémicycle pour le compte de la 9e législature? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces différentes questions, je suis avec
l'auteur de la proposition portant révision de la Constitution, à savoir l'honorable Hassan Seibou. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, où on se sent comme à la maison et comme à la télévision. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Pas comme à la télévision, mais un peu restreint. Justement. C'est la télévision ici, justement. En tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir pour nous. Le chef de l'État a dit clairement « Je ne suis pas demandeur. S'il ne tenait qu'à moi, on ne retoucherait pas la Constitution. D'ailleurs, que les parlementaires fassent ce qu'ils veulent. » Vous êtes auteur de cette proposition de loi qui est actuellement affectée à la commission des lois d'ailleurs, pour fond et les autres commissions pour avis. Est-ce que vous vous sentez abandonné en plein vol par le chef de l'État qui est lui, le chef de la majorité présidentielle? Merci, je veux d'abord vous remercier pour avoir pensé prendre mon avis sur cette question, puisque j'en suis l'auteur. Et pour la proposition de loi, je peux vous dire, avant de répondre à votre question, que hier, j'étais le plus heureux. J'ai dormi ce matin jusqu'à 9h. Personne n'a réussi à me joindre avant 9h40. Ah bon? Pour la simple raison que j'étais content. Comment? Pourquoi? Que le chef de l'État vienne à la télévision, devant la presse, confirmer ce que j'ai clamé tout le temps devant la presse et que les suspicions que les gens ont empêchent de m'entendre. Chaque fois que j'ai exposé, j'ai dit c'est mon initiative. C'est moi qui ai décidé. Je suis allé voir le président de la République. Je ne suis pas un député, un fou allié. J'ai consulté des gens. J'ai consulté le président de la République. J'ai consulté des hommes politiques. Mais je n'ai pas déposé ni au nom de mon groupe parlementaire, ni au nom de mon parti. J'ai déposé en mon nom propre. Oui. Et c'est une prérogative constitutionnelle reconnue à un député. Peut-être que ce faisant, pédagogiquement, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation-là en débat. Et c'est le cas, justement, de ce texte de loi qui porte révision de la Constitution. Voilà. Maintenant, le président affirme qu'il n'est pas demandeur. Je l'ai dit à la télévision, sur les radios, j'ai dit, je suis allé le voir. Il dit, moi, je ne suis pas demandeur. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, il nous a reçus par groupe parlementaire, il a dit, je ne veux pas. Ce qu'il a dit hier, c'est ça qu'il nous a dit. Mais ça n'empêche pas que si un député remarque qu'il y a un problème, qu'il aille lui dire, oui, tu ne veux pas. Mais moi, je crois que si nous laissons cette affaire comme ça, voici les problèmes que ça va créer. Oui, c'est grave. Et donc, oui. Le problème qui se pose là, lorsque vous avez consulté le chef de l'État, d'abord même, lorsque vous, en délégation de députés du groupe parlementaire Bloc républicain, vous êtes allé le voir et vous lui avez parlé, du moment où il dit qu'il n'est pas demandeur, est-ce que lui, en tant que chef de la majorité présidentielle, disant cela, est-ce qu'il ne vous laisse pas comme sans boussole? Vous avez compris qu'il dit, je ne suis pas demandeur. S'il ne serait-ce qu'à moi seul, le président parle là en tant que personne ou en tant qu'autorité morale. Mais le président n'est pas constituant. Le président n'intervient pas dans la révision de la Constitution. Si les députés jugent utile que quelque chose doit changer, ils peuvent le changer. Il l'a dit hier dans son intervention. S'ils prennent la décision, pourvu que ça remplisse les critères oui, que ça respecte certaines normes. Par exemple, il a évoqué l'article 42. Absolument, oui, il a évoqué l'article 42 qui ne faut pas toucher selon lui. Si ça respecte les normes, il va promulguer sans même lire. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État renvoie les députés à leurs responsabilités, à leurs prérogatives. Et hier, j'étais heureux parce que le chef de l'État a expliqué même les enjeux de ma proposition. Et il a dit qu'il l'a lu. Absolument. On va revenir tout à l'heure. Ça veut dire que, oui, quand j'ai dit je l'ai consulté, je l'ai consulté. Mais être d'accord n'est pas être demandeur. Être d'accord que ce que vous dites est vrai ne veut pas dire que vous demandez. Le chef de l'État ne demande pas, il dit. Et il nous l'a répété, moi il me l'a martelé. Je suis d'accord, vraiment votre proposition est excellente. J'ai même regardé les dates. Moi, quand je suis allé le voir, je vais vous dire, je lui proposais que les députés soient élus en novembre.
pas Novembre 2025? Oui, à cause... 2025? 2026. Ah, ça veut dire que ça fait encore vers la fin de l'année. Vous vous rappelez, ma proposition demande de reporter les élections législatives après les présidentielles. La présidentielle devait se dérouler normalement en avril, non? Et le chef de l'État prendrait service en mai. Mais nous avons ce genre de calendrier lorsque nous ne considérions que nous n'avons qu'une élection dans l'année. Parce qu'après le mois de mai, nous entrons dans la saison des pluies. Le président a dit non. Moi, je ne peux pas accepter qu'on passe une année. Je ne vais pas laisser mais ceux qui viendront perdre une année à faire des élections sur 5. Ce n'est pas normal. C'est ça qui m'a fait revoir ma proposition pour dire, bon, si c'est ça, il faut que tout soit terminé en mai. Ah, Monsieur le Président, si vous trouvez pertinent ce que je dis, alors si on doit ramener tout pour que ça finisse en mai, on ne peut le faire que si on réduit votre mandat de quelques mois. C'est-à-dire qu'on fasse les élections présidentielles avant le mois de mai, là, avant le mois d'avril. Proposition février. Et votre mandat finit en mars. Vous partez, le nouveau qui vient va organiser les élections législatives et communales en mai. Et comme ça, on peut investir tout le monde en juin. Je crois, là, il a dit, si ça doit prendre, comme je l'ai entendu hier à la télé, 10, on m'a donné 10 ans. Ce n'est pas peut-être 2 mois, 3 mois pour régler un problème qui va me faire reculer. Si vous étiez à ma place, vous n'êtes pas encouragé? Hein? Il dit, d'accord, il dit, je m'en vais faire ça, allez-y. Mais je ne suis pas demandeur. Si entre vous, les députés, vous vous concertez dans les groupes parlementaires, entre vous, et que vous arrivez à trouver que c'est important, c'est bon, si vous signez, je vais marcher. Voilà le marché que j'ai avec le chef de l'État. Il ne m'a pas demandé. Si ne serait-ce qu'à lui, lui veut finir son mandat sans rien entendre comme histoire. C'est pour ça qu'il nous a appelé pour dire, moi, je ne veux pas réviser. Oui, mais du moment où il a dit ça, et que vous, après avoir écouté le chef de l'État, après avoir échangé avec lui, vous êtes allé faire la proposition de texte. Justement, vous avez consulté certainement des experts pour pouvoir le faire. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas compréhensible qu'on puisse le suspecter d'avoir demandé ça quand même? Est-ce que ce n'est peut-être pas le degré de la polémique qui explique sa sortie d'hier? Si un chef de l'État devait demander, c'est très simple. Il ne passe pas projet de loi. Ce n'est pas une proposition de loi. L'initiative d'un chef d'État vient sous forme de ce qu'on appelle projet de loi. Chaque fois qu'on a tenté de toucher à la Constitution, on a procédé par projet de loi. Ce fut le cas en 2019. Ce fut le cas en 2019. Même au temps de Yahi, c'était la même chose. C'est la première fois de l'histoire du Bénin qu'un député, sur la base de sa prérogative, prend l'initiative de déposer une proposition de loi. On va dire deuxième fois, puisqu'en 2018, il y avait un collège de 10 députés qui ont déposé avec... Oui, voilà, enfin, une personne, je veux dire... Ok, d'accord, très bien, un seul député. C'est la première fois qu'un seul député le fait. Mais, vous savez, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de le faire comme ça. Certains disent, tu aurais pu consulter tout le monde avant de déposer. Ce serait le moyen le plus bête de planter l'initiative. Parce que vous avez vu la réaction de mon groupe parlementaire quand j'ai fini de déposer. Absolument. À l'intérieur, il y a eu beaucoup de remous. Absolument. En réalité, ces remous-là m'ont fait beaucoup de bien. Pourquoi? Dans la mesure où je ne les ai pas consultés parce qu'il ne fallait pas que je les consulte. Si je les avais... Attendez. Et puis c'est curieux quand même. Vous êtes pressé. Si je les avais consultés, on se serait assis pour même amender, faire des choses, se mettre d'accord, non, on enlève ça, mets ça, ainsi de suite. Ça veut dire que quand on va finir, ce sera la décision du groupe parlementaire, même si c'est moi seul qui déposais. Et nous sommes 3 groupes parlementaires. Il y a l'opposition, il y a l'autre groupe parlementaire qui n'est pas le nôtre. Et chacun de nous recherche ses intérêts et défend ses intérêts. À chaque fois que, par exemple, moi, de la mouvance, j'ai une initiative, l'opposant va dire où se trouve son intérêt. C'est contre moi. Vous savez, ce réflexe-là existe.
Mais ils ont la preuve aujourd'hui que quand j'ai déposé là, même dans mon groupe, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord à cause de leur centre d'intérêt. L'UP se rend compte que, ah, mais comment il a fait ça? Nous sommes nous consultés avant d'aller déposer, nous sommes de la mouvance. Mais j'ai même pas. Si vous avez 3 familles opposées et que vous voulez que les 3 familles se parlent, ne prenez pas soin de vous entendre avec une famille, ça devient le complot de cette famille. Si je déposais après réunion dans mon groupe parlementaire, ça serait alors la proposition, le complot du groupe parlementaire pour embarrer les autres. Je veux une discussion neutre. Et hier, le chef de l'État m'a rendu un grand service parce que lui, il dit, je ne suis pas demandeur. Cela ne veut pas dire que personne ne peut demander. Alors maintenant, l'initiative est celle de Hassan Seibou à l'Assemblée. Si on peut examiner, et c'est bon, si ça se situe dans l'intérêt de la nation, de l'intérêt des députés, de l'intérêt de tout le monde, eh bien, maintenant, je pense que chacun peut le regarder sans craindre que le chef de l'État vienne dire il va glisser quelque chose. Il l'a démontré et je l'ai démontré à la télévision aussi. Mais le nombre qu'on a à la mouvance, c'est 81 personnes. Même la recevabilité n'est pas acquise à 81 personnes. Il faut un opposant dedans, dans notre schéma actuel, pour qu'il y ait recevabilité, pour atteindre 82. Oui. Il faut 88 pour y arriver. Pour valider. Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus craindre que le chef de l'État sous-main glisse. Nous-mêmes, on peut glisser des choses. Mais si on doit glisser et que ça ne trouve pas le consensus, comme je vous ai dit, le chiffre là, ça ne va pas marcher. Donc, il n'y a rien dedans qui peut être accepté si ça ne fait pas le consensus. Mais il est bon qu'on avance et qu'on voit si ça va faire le consensus ou pas. Justement, c'est la question qui se pose actuellement. D'abord, on sait toutes les polémiques qui ont prévalu une fois que vous avez procédé au dépôt donc, de votre proposition de texte portant relecture de cette constitution. Vous l'avez dit tout à l'heure au sein de votre propre groupe parlementaire, ça a suscité des remous. Et je ne vous parle pas des positions de vos autres collègues des autres groupes parlementaires, enfin, notamment ceux de l'opposition. Est-ce que cette sortie du chef de l'État, déjà, les quelques heures qui ont suivi déjà la sortie du chef de l'État, est-ce que ça a peut-être changé quelque chose dans la posture, dans la compréhension des autres députés, déjà à partir de votre groupe parlementaire? Est-ce qu'ils sont plus convaincus qu'hier? Bon, écoutez, ça s'est passé hier seulement. Oui. Aujourd'hui, je me suis réveillé chez moi. Vous n'avez pas eu de contact, de message? Mais je sais que dans mon groupe, les gens sont, excusez-moi de le particulariser, ils sont très intelligents. Il y a des gens qui ont des législatures, beaucoup de législatures dans les pieds, comme on dit. Mais ils sauront apprécier, à partir de ce qu'ils ont entendu hier, le pourquoi je disais que c'est mon initiative. Mais le pourquoi le chef de l'État, j'ai mentionné qu'il faut réduire. Je ne suis pas un fou. Donc j'ai dû prendre l'avis du chef. Et hier, l'analyse que le chef de l'État faisait de ces propositions-là, des enjeux même de ce qu'il faut faire, prouve qu'il a lu et il a dit j'ai lu. Bon, donc si je suis un obligé du chef de l'État en matière d'appartenance politique. Justement. Et à partir de ce moment-là, s'il n'était pas d'accord et qu'il veut me l'interdire, il va dire si vous le faites, je vais vous combattre. Je n'allais même pas bouger. J'ai discuté avec le chef de l'État avant même de discuter avec le président de mon parti, Abdoulaye Biachane, qui a dû vérifier si le chef de l'État est d'accord pour la proposition. Parce que si ça rentre à l'Assemblée, les députés peuvent s'en saisir et donc faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il est d'accord? Le président a dit oui. Si c'est mon mandat là, le problème là est assez sérieux pour que j'accepte même d'écouter mon mandat. À partir de ce moment-là, j'ai déposé. Maintenant, ceux qui sont les concernés, c'est les députés. Et je peux vous dire que vous avez la preuve qu'aucun député avant et que je dépose n'a été consulté dans la rédaction. Mais quand j'ai fait mon premier brouillon, avant de déposer, la courtoisie politique et même l'éducation qu'on a veut que je parle aux autres. Vous avez parlé à qui? J'ai parlé au président des groupes pour les informer que voici mon objectif, voici, je leur ai même donné les grandes lignes de votre inspiration. J'ai expliqué et les limites. Le président Aké, par exemple, m'a dit, le chef de l'État, j'ai dit, tu es président de groupe, va lui demander
si je ne l'ai pas consulté comme je te consulte. De toutes les façons, c'est ma prérogative et je veux la faire valoir à l'Assemblée. Il a vérifié. Et hier, la sortie du chef de l'État peut prouver à tout le monde que ce que je disais est vrai. 1, il n'est pas demandeur. C'est moi qui suis demandeur. 2, le chef de l'État a martelé et m'a même menacé. Si jamais il y a quelque chose qui touche aux fondamentaux, il va mettre tout ce qu'il peut au monde pour que je ne réussisse pas. Parce qu'il nous a déjà dit en réunion solennelle d'audience qu'il ne faut pas toucher aux fondamentaux. Je n'ai pas touché aux fondamentaux. Pour moi, le problème, il est ailleurs. Et on dit aujourd'hui que la Cour constitutionnelle a donné une décision, a dit ce qu'il faut faire. C'est une décision de la Cour qui lie l'Assemblée nationale, qui lie les députés. Mais ce que je dis, c'est que même si on règle ça, il y a d'autres problèmes qui vont rester en suspens. Écoutez bien le chef de l'État hier pour vous rendre compte qu'il y a des aspects sur lesquels j'ai insisté. Qui vont au-delà de l'injonction de la Cour constitutionnelle. Non, on peut faire on fera même l'injonction de la Cour. Ça, c'est dit à qui? Ça, c'est mais vous souhaitez qu'on aille au-delà pour régler une fois pour ça, c'est obligatoire. Mais quand on finit, le problème que je pose là, c'est 2 problèmes. Et on dit, j'ai des notions de droit quand même, mais on dit que les constitutionnalistes disent que si on fait ça, on rentre dans un régime présidentialiste. Mais moi, j'ai suivi des cours où des professeurs encore de la même université m'ont dit que nous sommes dans un régime présidentialiste de type béninois. Parce que ce régime-là, on le trouve qu'au Bénin. Ça, c'est une guerre des doctrines. Je ne veux pas rentrer. Je ne comprends même pas bien ce qu'on dit là. Mais ce que je sais, c'est que si vous faites les élections législatives avant les élections présidentielles, vous risquez, dans notre système, selon notre charte des partis, de faire hériter à un président un parlement opposé. D'avance. Or, les lois n'acceptent pas la cohabitation au Bénin. Il faut que les Béninois comprennent ça. La loi n'accepte pas la cohabitation. Vous ne pouvez pas être comme c'est le cas en France. Comme ailleurs. Quand on dit on fait cohabitation, c'est que l'opposition rentre dans le gouvernement. Et parfois même le Premier ministre est opposant. C'est ça la cohabitation. Nous n'avons pas un régime présidentiel. Mais même si nous devons le faire ici, nos lois ne permettent pas. Dans leur état actuel. J'ai dit ça peut nous conduire à une situation grave où un président élu en 2026 là, va avoir une assemblée qu'il doit côtoyer, qui est opposante et qui ne va pas rentrer au gouvernement pendant 5 ans. Nous allons paralyser ce pays. C'est un danger. Mais l'autre chose, c'est que si on veut que l'analyse faite par le chef de l'État hier n'est pas absolument ce que veulent les députés. Les députés actuels veulent parrainer. Voilà qui est dit. Non. Et les maires actuels aussi, peut-être. Les maires, tout le monde veut parrainer. Mais parce que c'est eux qui sont un peu légitimes au moment. Ils sont du début du processus. Alors, j'ai dit, pour qu'on finisse avec ça, lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tout ce problème, y compris la décision, ce que la décision de la Cour demande. Absolument. Là, on peut finir de faire ce que la Cour dit et après réviser. On peut faire la révision avant et on va dire à la Cour que la nouvelle disposition de la Constitution a permis de régler ce problème. Il faut que nous dépassions nos passions ou nos préjugés. La Constitution n'est ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah, ni tout ce qui est religieux qu'on ne touche pas. C'est un consensus en 90 qui nous a amené à avoir la Constitution de 91. Ça veut dire que nous avons réglé les problèmes de l'heure pour avoir une Constitution. Si dans notre évolution, il y a des changements, mais il faut changer. Vous avez vu, en 2019, c'est ce qu'on a constaté. Oui. Même sur le plan des financements, nous ne sommes plus dans les schémas et dans les montages financiers de 90. Oui, mais ce diagnostic, il est partagé presque de l'ensemble de la classe politique. Il me semble que même vos collègues qui sont de l'autre côté, des groupes parlementaires de l'opposition, par exemple, sont peut-être d'accord avec ce diagnostic, mais sont dans un autre débat. Peut-être estime-t-il que, en profitant peut-être d'une séance dédiée à la relecture de la loi fondamentale,
peut-être pourrait-on y mettre d'autres dispositions qui peuvent porter atteinte aux fondamentaux de la République. Par exemple, la question de la limitation du mandat. Ça, il me semble, et ça, je ne vous l'apprends pas, que même vos autres collègues ne sont pas suffisamment confiants. Est-ce que les nouveaux développements du chef de l'État, lorsque le chef de l'État dit, bon, avec ce qui a été fait en 2019, où à l'article 42, on dit nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats, on s'imaginait que ça allait résoudre les problèmes, alors que vous savez que vos autres collègues ne sont peut-être pas convaincus. Est-ce que là aussi, il ne faut pas régler ce problème-là? Est-ce que le chef de l'État, à partir de ce qu'il a dit, a réussi à convaincre tout le monde? Écoutez, il n'y a pas pire sourd que celui qui décide de ne pas entendre. Non, vous exagérez. Je ne veux pas parler. Vous exagérez. Je ne veux pas parler pour convaincre celui qui dit moi je ne veux pas entendre. Oui. Je veux parler et que les tout béninois dotés de jugeotes m'écoutent. J'ai dit tout à l'heure, tantôt, qu'il n'y a pas d'hypothèse possible de glisser quelque chose sans que ce soit un consensus des 3 groupes parlementaires. Parce que, mis 2 à 2, aucun des groupes ne peut faire la majorité qualifiée, même pour toucher. 2 groupes à l'Assemblée actuellement ne peuvent pas toucher la Constitution. L'opposition sait qu'elle tient quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous dites que mon analyse, moi ce que je recherche n'est pas qu'on dise qu'on a adopté, on a modifié. Je dis voici la conséquence de ce que je demande. Vous ouvrez le débat. J'ouvre le débat. S'il trouve que mon analyse est juste, alors allons-y avec la décision que nous n'allons pas laisser quelque chose se glisser à l'intérieur. Et si quelque chose devait glisser, ça ne peut que venir du consensus des 3 groupes. C'est pour ça que j'ai déposé moi seul, pour que ça ne soit pas une proposition, une entente. Une proposition de mon groupe parlementaire, une entente d'un groupe. Non, ça doit être l'entente des 3 groupes. Et parfois aussi, il faut que l'engagement soit individuel. En tout cas, je cherche des engagements individuels ou de groupe ou n'importe quoi, mais c'est un consensus que je recherche. Puisque le chef de l'État nous avait appelé pour nous dire qu'il faut aller par voie consensuelle pour tout ce que vous voulez faire. Même là, lui parlait de l'affaire de la décision de la Cour constitutionnelle. Faites ça par consensus. Mais tout ce qu'on veut faire, moi j'ai dit, c'est ça là que moi aussi je veux qu'on fasse par consensus. Ça veut dire quoi? Oui. Mes collègues doivent se mettre dans un certain état d'esprit pour ne pas se laisser distraire par la rue. Si on nous a sélectionnés, nous, 109, je dis, c'est que nous sommes des 109 envoyés pour sauver le pays tout le temps. Nous sommes 109 mousquetaires envoyés. À des moments donnés, c'est notre entente qui peut régler certains problèmes. Chacun peut garder sa position, mais dans ça, là, ce n'est pas l'intérêt d'un parti. Et je n'ai pas déposé ma proposition en visant l'intérêt d'un groupe. Et si le consensus manquait au rendez-vous? Si ça manquait, c'est évident, si ça manque au rendez-vous. Si vous n'avez même pas réussi à avoir les 82 pour la recevabilité. Je n'ai aucun état d'âme pour ça. Je suis seul à déposer. Ça sera rejeté. Rejeté, si c'est rejeté, je prends acte. Au moins, j'ai soumis ce que j'appelle quelque chose d'important et de fondamental à mes collègues. Si il leur arrive de ne pas voter, mais attendez, quand vous faites une proposition, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une injonction d'une cour. Vous ne pouvez pas dire de faire ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut dans ça. Et vous avez entendu le président, ça j'ai aimé cette phrase-là, où il dit, ils n'ont pas un mandat impératif. Ils peuvent même se révolter, enfin ils peuvent refuser d'appliquer, je le paraphrase, ils peuvent refuser d'appliquer ce que dit leur parti. À partir du moment où vous êtes député, vous n'avez pas un mandat impératif. Ça veut dire vous êtes libre vis-à-vis de votre parti. La preuve, même si vous démissionnez de votre parti, vous restez à l'Assemblée, vous êtes député. Ça veut dire que la nation vous a confié une mission. Parfois, nous exagérons nos jeux politiques. De dire non, je suis de tel parti, donc je ne parle pas. Pourquoi? Ce n'est pas pour ça qu'on t'a envoyé. Tu es du parti, parfois on fait la discipline de parti pour atteindre des objectifs.
Mais quand on n'a pas décrété une discipline sur quelque chose, vous devez vous exprimer. C'est pour ça que j'estime que quelque part, la sortie du chef de l'État participe à mes attentes un peu. Parce que ça décrispe. Ça me nettoie de la suspicion qui entoure ma démarche. Ça me décharge. Ça libère peut-être le Parlement. Et je demande à tous ceux qui peuvent, même le président ABT, Abdoulaye Biotchane, on a dit, c'est le suppléant de Biotchane. Donc c'est l'idée de... Vous pensez qu'entre nous deux, Biotchane et moi, je vais lui demander de faire quelque chose qui va diminuer la durée de son mandat facilement comme ça? Parce que lui aussi est au gouvernement et espère finir ensemble avec le président Talon. Vous pensez que c'est facile d'aller lui dire ça? C'est pas facile. Il m'a fallu même l'onction du chef de l'État pour avoir le courage de dire à quelqu'un qu'il faut réduire. Donc, quelque part, ce que le président a dit, je pouvais même dire à partir de maintenant, je n'ai plus de débat à expliquer à quelqu'un. Un homme responsable, un député conscient de ce qu'on a dit, doit prendre ses responsabilités. Quelqu'un m'a dit, est-ce que maintenant que le chef de l'État a dit ça, tu vas retirer? C'est maintenant que j'enfonce. Ah bon? Oh oui, jamais je ne vais retirer cette proposition. Et l'Assemblée doit l'étudier selon la procédure réglementaire. Ça a été déjà envoyé à la commission. La commission doit l'étudier. Parce que je veux savoir si nous, les députés béninois, nous ne sommes pas assez mûrs pour le moment pour réfléchir de nous-mêmes et défendre la nation. Si nous pouvons le faire, nous devons faire le débat. Parce que j'ai dit que c'est un problème dans l'intérêt de la nation. Nous allons faire le débat. Et je souhaite, pour moi, que cette proposition suive tout le cours. Et je prends votre caméra à témoin pour dire à toute la nation, à tous ceux qui m'écoutent, oui. Mon problème, c'est d'amener un sujet important. Ce que les autres en pensent, je n'en suis plus responsable. Si on vote, c'est bon, j'aurais eu raison. Si on ne vote pas, enfin si on rejette, je ne veux pas, je veux qu'on vote et on doit voter. Si on ne reçoit pas, il n'y a pas de problème. Je vais constater que les députés ont dit on ne reçoit pas parce que ce n'est pas le moment. 2 ans, c'est-à-dire presque à mi-parcours d'un mandat, si on ne peut pas s'asseoir pour discuter sereinement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Très bien. Et là, je crois que les conditions sont réunies pour que nous abordions le sujet sereinement. Merci beaucoup. Pour que nous cherchions à défendre les intérêts du pays. Merci infiniment. Il n'y a pas meilleure conclusion. Honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, mais vous avez fait votre dépôt de proposition de relecture de la Constitution. Est-ce qualité député élu de la nation, siégeant pour le compte de la 9e législature, et vous l'avez martelé de bout en bout. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Oui, je vais vous dire. C'est maintenant, si vous voulez qu'on parle, je vais parler en tant que président de groupe parlementaire. D'accord, rapidement. Pour ce sujet-là, je ne suis pas président de groupe parlementaire. Reprenez ma signature, c'est député à l'Assemblée nationale. Si c'est au nom de mon groupe, j'allais mettre groupe parlementaire. Et je félicite tous les membres de mon groupe qui ont réagi d'une manière ou d'une autre et qui ont fini par dire, on a lu, on t'écoute, j'ai expliqué. Ils ont dit, cette fois-ci, nous allons soutenir. Et mon parti aussi s'est réuni pas plus tard que le week-end passé pour dire nous soutenons. J'ai été même ovationné d'avoir eu le courage de poser un problème. Parce que c'est ça le député du Bloc républicain. Chercher à régler les problèmes. Malheureusement, on a des contraintes de temps. À la télévision, c'est comme ça. On a encore beaucoup de choses à dire avec vous peut-être, mais peut-être que d'autres occasions nous permettront de davantage creuser le débat qui, me semble-t-il, ne fait que commencer. Merci à vous, Honorable Hassan Seibou, de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu. C'est vous qui êtes venu faire une moisson. Si vous êtes satisfait, je suis content. Merci à vous, Honorable. Merci. Et merci à vous, les téléspectateurs qui nous avaient suivis de bout en bout. Restez scotchés sur Télévision Hémicycle. Merci à Gilles Christ et l'invité Hassan Seibou sur ce sujet. Il l'a dit, le débat ne fait que commencer. Sur TH Matin, nous avons encore un pas à faire avant de descendre tout de suite. Nous allons sur la toile.
Sur la toile, il y a une étoile qui brille, celle de la Côte d'Ivoire, que Polo n'a pas encore accrochée à son maillot. Bonjour Polo Aounou. Bonjour Satine Diorso. Bonjour chers amis téléspectateurs. Vous avez un maillot de la Côte d'Ivoire avec 2 étoiles. Attendez, je vais vous obliger à changer le maillot en y dessinant le 3e étoile. La 3e étoile, pardon. À partir de ce matin, ils vont ramener la 3e étoile. En tout cas, moi je l'ai déjà coché sur votre maillot. On ne va ne pas en parler. La Côte d'Ivoire, il fallait cette victoire. Vraiment. Je dis bravo à la Côte d'Ivoire. Et vraiment, au début de cette CAN, j'avais dit ici que je ne comptais vraiment pas sur cette équipe, mais là, tout le monde a été surpris. Et je pense que cette victoire, c'est la victoire du peuple ivoirien. Parce que c'est le peuple ivoirien seul qui était sûr de son affaire. Et puis le slogan phare, c'est notre CAN. C'est notre CAN. Au moment même où le président de la fédération ivoirienne n'y croyait pas, parce qu'après la déculottée face à l'équipe équato-guinéenne, le président de la fédération a dit que son problème, ce n'est pas la CAN. Il n'avait pas été élu pour être... Voilà. Et les Ivoiriens ont crié fort sur lui, comme ils le disent dans leur jargon. Ils ont dit que eux, c'est leur CAN et qu'ils vont remporter cette CAN. Et nous y voilà, j'ai vu... ce n'est pas une équipe aussi compétitive, mais on a vu... c'est-à-dire un esprit de groupe, des jeunes qui ont fait tout pour donner la joie au peuple ivoirien. Et vous savez, pour finir avec mon analyse, ce qui m'a le plus impressionné, c'est celui-là qui a donné la coupe à la Côte d'Ivoire. Je veux parler de Haller, Sébastien Haller. Est-ce que vous savez qu'en juillet 2022... Il avait fait un cancer et revenait sur le terrain. En janvier 2023. Et voilà, le but qui a emmené la Côte d'Ivoire en demi-finale, c'est lui qui a gagné. Le but qui a permis à la Côte d'Ivoire hier de décrocher la coupe, c'est Sébastien Haller. C'est pour dire qu'il faut toujours croire. Comme vous l'avez dit, le morceau du jour. Les gagnants du groupe AFAFA. Ah ouais. Alors, on va sur la toile, oui. CAN 2024, la Côte d'Ivoire renverse le Nigeria et décroche sa 3e étoile. Quelle finale au thème d'un scénario renversant. La Côte d'Ivoire a remporté sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Les Ivoiriens ont, à l'image de leur compétition, renversé le Nigeria 1-2, qui avait ouvert le score et menait à la pause. Les Ivoiriens remportent leur 3e CAN. Sébastien Haller a été le héros de la soirée en marquant le but de la victoire à 10 minutes de la fin pour les Ivoiriens. Un parcours historique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique à domicile après avoir remporté la 34e Coupe d'Afrique des Nations CAN face au Nigeria. En image, Sébastien Haller et toute l'équipe ivoirienne. Ça, c'était fou hier, c'est fou. En commentaire, nous avons Golden Boy qui met cette équipe ivoirienne a fait preuve d'un réalisme ontologique. Moqué par tout le monde en début de compétition après sa déroute contre le Zalang, les Ivoiriens ont su progressivement remonter en régime pour en faire remporter leur 3e titre historique. La Côte d'Ivoire est désormais au sommet du football continental. La Côte d'Ivoire vient de remporter sa Coupe d'Afrique des Nations, devenant ainsi la véritable équipe continentale. Ibrahim Schofield qui met un arbitrage excellent. Une finale magnifique, 2 équipes de très haut niveau. Cette CAN est de loin la meilleure en termes d'organisation et de spectacle. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour ce trophée qui est amplement mérité. Ce peuple mérite cette joie à cause de son hospitalité. J'imagine l'ambiance à Abidjan ce soir et dans tout le pays. Bravo. Et l'avocat des aventuriers qui met, chers Ivoiriens, félicitations à vous pour avoir remporté avec mérite cette belle compétition. En dehors du terrain, vous êtes illustré à travers votre joie de vivre, votre gentillesse et surtout votre hospitalité. C'est la meilleure CAN jamais organisée en Afrique de la part d'un de vos frères guinéens. Tout dernier commentaire de Manning Show qui dit « Depuis leur retour parmi les morts en 8e de finale, la Côte d'Ivoire est un très beau champion d'Afrique. Les joueurs ont démontré un esprit d'équipe remarquable, une solidarité exemplaire et une cohésion parfaite. Tout cela grâce à Faye et Mers. Leur triomphe de ce soir est amplement mérité. » Et pour la petite histoire, vous connaissez le chanteur Apouchou national. Ah ben oui, qui a commencé par désormais pour que... J'ai vu hier, c'était incroyable. C'est pourquoi je disais que la Côte d'Ivoire mérite cette coupe.
Il a fait leur histoire de One is Bet et il a misé 4 millions de francs CFA sur la victoire de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez jusqu'où ces gens se croyaient fortement à la victoire de leur équipe nationale. Et je pense que hier, les joueurs ivoiriens ont su donner au peuple ivoirien ce que le peuple a donné pendant toute la compétition. Bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Un dernier sujet. Et c'est la dernière sortie du chef de l'État qui continue toujours de faire parler sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la polémique liée à la révision de la Constitution pour que le chef de l'État puisse faire un 3e mandat. Il a dit clairement, je ne suis demandeur de rien, comme l'a dit tout à l'heure Hassan Seibou. Et nous allons passer un extrait de l'intervention du chef de l'État, juste une minute, et c'est 229 degrés qui titre, c'est le chef de l'État qui parle. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, que vous soyez mon témoin, que moi, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord et ceux de l'opposition. Ça, c'est Patrice Talon en conférence de presse le jeudi passé. Et si la régie est avec nous, nous allons suivre un extrait de la déclaration du chef de l'État. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, soyez mes témoins, que moi, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux mecs qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit, touchez pas à la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là. Vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, devant vous, depuis quelques jours, je dis, je ne veux plus me mêler de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils s'entendent, UP, BR, démocrates, pour modifier le code électoral par consensus, ou simplement avec la majorité qualifiée nécessaire, moi je vais m'incliner, je vais promulguer. S'ils modifient quoi que ce soit et que nous sommes dans un régime démocratique, je suis un démocrate. Si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas de deuxième lecture pour quoi que ce soit, je vais promulguer. Parce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien. Et bonjour, les commentaires sur la toile. Trêve de polémique autour de cette affaire de révision de la Constitution. Et premier commentaire que nous avons pu sélectionner, c'est de Constant Balogun qui met le meilleur président que le Bénin n'a jamais connu et plus meilleur président de la sous-région en matière de gouvernance. Longue vie à notre président Talon. Nous vous aimons. Ghislain Kodagbe qui dit « La distraction continue ». Ce n'est pas lui qui a dit dans ce pays qu'il peut faire le job en 5 ans. Les paroles politiques n'engagent que ceux qui y croient. Quelle crédibilité peut-on encore porter aux paroles du prince? Et Arissou Alpha de lui répliquer. Vraiment, on a vu et on a entendu quelqu'un dire ici qu'il consacrera le reste de son temps après le pouvoir à la Bible. Et c'est même autoproclamé pasteur. Et aujourd'hui, pasteur d'une église nommée les démocrates en train de sillonner tout le pays, prêchant la parole de revanchard et de... Bon, c'est aussi ça la crédibilité. Et Yaovi Julien Eboué qui met pour l'heure qu'il a envie ou non, il ne peut plus aller à une élection présidentielle au Bénin. Donc, il n'a pas besoin de s'expliquer et le peuple béninois ne doit pas avoir peur. Ce qu'il doit faire en ce moment, c'est d'être vigilant et prêt à barrer la voie à toute tentative de révision opportuniste de la Constitution. Et moi, je suis bien tenté pour l'autre de réviser la Constitution de TH Matin pour lui donner quelques minutes en rallonge. Mais malheureusement, il faut que je requière le consensus du service des programmes. André Lokossi, qui m'achète à la main, m'attend là-bas pour me demander mais pourquoi est-ce que tu as débordé. C'est pour la bonne cause. Chef programme production, mesdames, messieurs, pour la ONU, merci. Nous allons nous retrouver demain pour d'autres sujets. Et puis la semaine ne fait que commencer. Sur une note de victoire de la Côte d'Ivoire, je souhaite une semaine victorieuse à toutes et à tous. C'est tout pour TH Matin. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Que ça résonne dans votre tête tout le temps. Bonne semaine.